Amis des schémas d'alimentation, bonjour. J'ai récupéré il y a quelque temps un récepteur de radio qu'avait mon défunt beau-père, un récepteur assez intéressant que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais voilà, il y a quelque temps, je cherchais la doc de ce récepteur et j'ai trouvé le schéma. Schéma par contre qui n'avait absolument aucune valeur. C'est-à-dire, en fait, il y a les composants, mais on ne voit pas du tout les valeurs. Et j'ai vu dans ce schéma une partie de l'alimentation qui m'a rappelé pas mal de souvenirs, hein, vu que c'était un système qui était parfois assez souvent utilisé, même si il l'est moins de nos jours. Et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant, non seulement de le regarder, mais en même temps de montrer comment on pourrait calculer les valeurs qui justement manquaient sur le schéma, et derrière faire le montage pour vérifier si nos calculs sont bons. Voilà le schéma en question, ça fait partie de l'alimentation. En gros, ce poste, il est fait pour s'alimenter en 12 volts. Probablement aussi parce qu'il y a un côté mobile, on pourrait très bien le faire marcher sur une voiture, donc on va dire tension 12, 13, 14 volts en entrée. Et vu que c'est un récepteur dont il y a une partie numérique, il doit fournir une tension de 5 volts, on va dire pour toute la partie justement numérique, PLL, machin et tout, et 9 volts pour, on va dire, la partie, je pense, récepteur, audio et ainsi de suite. Voilà, ce qui permet quand même d'avoir des tensions, on va dire, régulées et qui dépendent peu de la variation de tension ici de l'alimentation, qui surtout sur les automobiles peuvent être assez importants. Alors, ils auraient très bien pu faire ça avec deux régulateurs, un LM7809 suivi d'un 0,5, les deux régulateurs à partir du 12 volts. Voilà, mais voici le schéma qu'il y a. Alors, pour l'instant, on ne va pas s'occuper des valeurs des résistances, des composants, sachant que, voilà, moi, sur le schéma que j'ai refait ici, je ne sais pas les modèles de transistors, je ne sais pas les valeurs des résistances des condensateurs. Donc voilà le schéma tel qu'il est. Alors déjà, comment ça fonctionne? On peut voir que le régulateur 5 volts, lui, est branché à partir du 12 volts, de façon très classique, et donc derrière donne du 5 volts, voilà, avec, alors je connais pas exactement le courant, maintenant, alors c'est sûr que passer directement de 12 à 5, ça fait quand même une chute de tension relativement importante, donc je pense que c'est quand même pas des ampères, sinon il chaufferait un petit peu beaucoup. Bon, enfin voilà, j'ai estimé là 500 mA, encore une fois, dans le vrai récepteur, je connais pas la conso. Et derrière, on peut voir que le 9 volts utilise en gros la référence de tension de 5 volts pour fonctionner. Alors comment ça fonctionne? On peut voir là qu'il y a ce transistor là qui est monté en collecteur commun, qui en gros a sa base alimentée là par cette résistance là. On ne va pas parler pour l'instant du condensateur, donc qui aurait tendance, je veux dire, à le rendre conducteur et à faire passer à l'intérieur un courant. Là, la régulation se fait comment? C'est que on prend la tension de 9 volts ici sur ce pont diviseur, et avec là quelque chose qui ressemble en fait à une régulation shunt, on va dire cet amplificateur, ce transistor T2 quelque part, il monte un peu une sorte d'amplificateur différentiel. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a son émetteur sur le 5 volts, ce qui fait que dès que la tension ici sur sa base va atteindre la tension de 5 volts plus le seuil de 0,6 volts, il va commencer à devenir conducteur, c'est-à-dire que une partie du courant qui allait ici dans la base de T1 va commencer à s'écouler à travers lui, donc ça va avoir tendance à baisser le courant, et donc limiter finalement la tension là. Donc on a un système asservi, avec ici la contre-réaction. Donc voilà, c'est quelque chose de relativement classique. Et alors, bien sûr, l'idée c'était de se dire, si j'avais à faire ça, qu'est-ce que je prendrais comme transistor? Comment on calculerait les composants divers et variés? Alors, déjà, pourquoi ils ont choisi cette solution plutôt qu'un second régulateur? À vrai dire, j'en sais trop rien. Ce qui est sûr, c'est que cette solution-là, moi, je l'avais déjà ici employée. Elle a des fois un truc qui est intéressant, c'est que dans la mesure où elle a servi cette tension-là, on va dire sur celle-là, s'il y a des variations ici, on va les retrouver aussi à cet endroit-là. Donc des fois, ça peut être intéressant de travailler de cette façon-là. Ça permet aussi, on va le mesurer tout à l'heure, une tension de déchet moindre. C'est un poste qui est relativement ancien et les régulateurs courants, genre LM78 quelque chose, je rappelle qu'il leur faut généralement au moins 3 volts entre l'entrée et la sortie pour fonctionner. Alors que là, on va voir que là, il y a bien 3 volts, on va dire, entre 12 volts et 9 volts, mais si la tension tombe à 11 volts, il n'y a plus que 2 volts, un régulateur, il fonctionnerait mal,
Là, on va voir que éventuellement, il a une meilleure tenue à ce niveau-là, même si c'est pas parfait. Hein. Pour ça, si on voulait pouvoir descendre encore plus, il faudrait probablement prendre une autre topologie s'il faudra un transistor PNP. Mais en même temps, voilà, il existe des régulateurs qu'on appelle LDO, hein, Low Drop Output, alors enfin, je veux dire, peut-être qu'ils existaient déjà quand ce poste a été fait, mais ils coûtent relativement plus cher. Il y a une autre raison qu'on va voir aussi qui pourrait expliquer ça, qui serait de retarder la mise en route du 9 volts par rapport aussi au 5 volts, euh, pour peut-être éviter des bruits bizarres ou des mauvaises initialisations. Hein. C'est pareil, j'ai prévu un jour aussi de faire une vidéo sur ce problème qui n'est pas toujours évident de l'ordre d'apparition des alimentations dans des systèmes multiples, et peut-être aussi à l'époque le coût. Alors, c'est vrai que ces régulateurs-là ils coûtent pas cher. Maintenant, là c'est pareil, là j'ai mis des transistors qui peut-être coûtent cher, enfin relativement, mais dans le poste, j'ai pas du tout été voir ce que c'était. Si ça se trouve, ça coûtait quand même moins cher de faire ça. Enfin voilà, les raisons que je vois, c'est ça. Il y en a peut-être d'autres qui m'ont échappé, mais voilà un petit peu le truc. Alors, comment on ferait le calcul d'un truc comme ça? La première chose, c'est de choisir des transistors. Alors, pour choisir T1, quelles sont les caractéristiques du transistor? On voit que la différence, je veux dire, maximum de tension entre son collecteur et son émetteur, surtout même au démarrage, je veux dire, ça va être quoi? Ça va être 12 volts. Donc, de toute façon, la plupart des transistors, ils tiennent plus de 12 volts. Voilà, donc je me suis fixé ici 20 volts, c'est-à-dire que 20 volts ou plus, hein, mais je veux dire, voilà, là, je veux dire, ça va pas être un choix tellement déterminant. Alors, le courant max qui peut supporter, donc là, on voit que je me suis imposé qu'il fallait que ça tienne au moins 300 mA. Donc là, il faut toujours prendre un petit peu de marge, hein, surtout, c'est toujours pareil, hein, au démarrage, il y a des capas, il y a des machins. Bon, je me suis mis 500 mA. Et alors après, ce qui va être là, sans doute le truc le plus déterminant, ça va être la puissance qu'il peut supporter. En effet, il va avoir 3 volts de chute de tension, ce qui c'est 12 moins 9, multiplié par le courant qu'il traverse, ça va être la puissance qui dissipe. Et là, on voit que c'est 0,9 watts. Donc, c'est pas énorme, mais voilà, ça commence quand même à faire. Et là, pour le coup, tous les transistors sont pas censés supporter ça. Donc voilà pour ce transistor-là. Alors, il y a plein de transistors qui pourraient coller. Hein. J'ai pris, moi, comme ça, un modèle un petit peu de légende, parce que surtout j'en ai plein mes tiroirs, un 2N2219, même qui, à la limite, il est plutôt fait pour de la commutation. On voit ici, switching transistor. Enfin voilà, il fera très bien le job ici. Et on peut voir que là, j'ai mis son datasheet. Au niveau de la tension, ça tient. Au niveau du courant, on est peinard. Il n'y a que la puissance. Voilà, a priori, sans radiateur, avec une température, je veux dire, assez basse, il est pour 800 milliwatts. Donc là, on est à 900, de l'autre côté, voilà, en même temps, je vais lui caler un petit radiateur, on va voir, et ça fera tout à fait le job. Le deuxième ici, alors lui, pour le coup, il est beaucoup moins gênant. Au niveau tension, on va dire, c'est un peu pareil. Le courant, comme on va le voir ici, il est très bas. Bon, ouais, c'est fixé 50 milli, mais je veux dire, il sera même plus bas que ça. Là, la puissance, je vais calculer histoire d'être sûr, mais enfin, on voit que c'est 50 milliwatts, ça fait rigoler. Et là, on peut prendre à peu près n'importe quel transistor NPN. Je rappelle cette notion qu'avait Elector de thune, transistor universel NPN. Ça veut dire qu'un BC547, un 2222, un 17 11, un 3904. Enfin, bon. La quasi-totalité des transistors NPN petits signaux ici ferait très bien le job. Bon, pareil, pour rester dans la lignée des 2219, j'ai pris un autre transistor de légende, un 2N2222. Donc voilà, une fois qu'on a choisi ici les semi-conducteurs, comment on calcule les résistances? Alors, on va déjà calculer ici R1. Alors, comment on calcule cette résistance-là? Toujours pareil, là, l'idée, c'est de fournir, je veux dire, à la base de T1 suffisamment de courant pour fonctionner. Alors, je rappelle que dans le principe du transistor, il y a ce fameux H21E, hein, le gain du transistor, qui est un truc qui est à la fois important, mais qu'il faut jamais prendre, enfin, voilà, faut considérer que c'est une valeur qui est floue dans les calculs, sinon on va directement au problème. Là, si on regarde un transistor 2219, on voit que pour un courant de 500 mA, hein, voilà, c'est toujours pareil, les datasheets, ils donnent des trucs, il dit qu'il aura un courant, un gain minimum de 40. Donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, bon là, vu que le courant sera un peu différent, on peut dire que dans le pire des cas, c'est-à-dire que si je tombe sur vraiment le vilain petit canard du lot, j'aurai un gain de minimum, on va dire à peu près 50.
Ça veut dire que mon système, il faut que je le calcule comme ça, mais il ne faut pas qu'il soit hyper dépendant de ça. Donc là, je suis parti sur 50, et dans la mesure où, en admettant que la boucle de régulation là, il soit plein pot, c'est-à-dire pour qu'il puisse passer 300 000 ampères dedans, il lui faudrait un courant de base donc de 6 000 ampères. Bon, une fois qu'on est parti sur ce calcul-là, la tension de base là, elle sera de 9 volts 6, hein, qui sera supérieure de 0,6 volts à la tension ici, à cause du seuil ici avec l'émetteur. Donc ça nous fait, avec ce calcul-là, hein, après c'est la loi d'Ohm, en gros 400, on va se prendre un peu de marge même, donc ici voilà, 390 ohms, ça devrait le faire, sachant que dans la réalité, dans la boucle de régulation, une partie du courant va foutre le camp dans T2, on pourrait même peut-être prendre un peu moins, de façon à se garder un peu de réserve, mais enfin ici je pense que ça ira bien. Je vais quand même calculer la puissance au cas où pour être sûr, mais enfin voilà, 14 milliwatts ça fait rire, donc une résistance 1/4 de watt fera tout à fait l'affaire. Maintenant, comment on calcule R2 et R3? Alors là, c'est assez simple. En gros, on voit que pour que la régulation marche, il faudra avoir ici une tension qui est de 0,6 volts, hein, le seuil ici supérieur aux 5 volts. Donc ici, il me faut une tension de 5,6 volts. Ensuite, le courant qui va passer ici, en fait, ça va drainer une partie de ce courant-là. Là. Bon, le courant max, il est pas pareil, il n'est pas très facile ici à calculer, mais enfin, on peut estimer qu'il sera aux alentours de 10 milli, pas tellement plus en fait. Donc là, si on calcule rapidement, pareil, le gain mini du 22-22 dans ces conditions-là, c'est de l'ordre de 35. Encore une fois, on part toujours sur le cas le pire, hein, du pire transistor du lot. Il y a des grandes chances que dans la réalité, il a un gain bien plus fort, le transistor, mais c'est pas très gênant. Donc il me faut un courant, voilà, ici de 0,2 milli. Encore une fois, ce calcul de gain, hein, toujours faire attention, faut pas se baser dessus. Hein, c'est juste l'idée de se dire, voilà, on calcule le worst case, mais c'est pas, on va pas se baser là-dessus. Ici, ce qu'on va tenter en fait d'imposer, là, c'est plutôt la tension à cet endroit-là, de façon à ce qu'elle soit, voilà, de 5,6 volts. Et c'est ça, derrière, le transistor, il trouvera automatiquement son point de fonctionnement, j'en ai déjà parlé. Donc là, pour justement faire que le courant soit un petit peu négligeable dans le transistor, bah, généralement, voilà, on va faire passer à peu près 10 fois plus de courant ici qu'on peut en attendre dans la base. Donc là, ça nous fait 2000 ampères. Et ben voilà, après, le calcul du pont diviseur, hein, je vous ai déjà montré ça là, il n'y a pas longtemps dans mon tableau Excel. C'est un calcul très classique, hein, vu qu'on peut à peu près négliger le courant ici. Et l'idée, c'est que, voilà, j'ai calculé que pour avoir ça, il fallait à peu près 1,8K et 3K. Alors là, c'est pareil. Quelle précision choisir, hein, j'en ai déjà parlé. Le truc, c'est que même si ici, on choisissait des résistances à 0,001%, en fait, ça n'a pas tellement de sens. Parce que d'un transistor à l'autre, la tension exacte qu'il faut avoir là pour que le système il soit bien régulé, elle n'est pas hyper précise. Donc ça veut dire que de toute façon, avec des composants comme ça, pas réglables, on ne peut pas espérer avoir une super grande précision ici de la tension de sortie. Comme ça, à vue de nez, moi je m'attends à jusqu'à 200 millivolts d'écart, quoi, à peu près. Derrière, ça va être très très compliqué d'avoir moins, parce que, encore une fois, prendre des résistances là plus précises, en fait, ça serait pas terrible, parce que ça veut dire qu'on connaîtrait aussi exactement la caractéristique ici de ce transistor, en fait, c'est pas donné, hein, même les courbes des datasheets, c'est des courbes typiques. En même temps, ça risque de varier avec la température un peu et tout. Donc là, voilà, faut pas s'attendre à une précision, à une justesse de la tension de sortie hyper importante avec ce système, et prendre des résistances un peu précises, ça apporterait rien. Avec ça, je sais que je serais bon, que normalement ma tension ici, elle sera à peu près correcte. De même, hein, c'est pareil, même la régulation ici, on va voir qu'en fonction de la charge, ça variera quand même un petit peu, hein, dans la mesure où c'est pareil, ça fait varier tous les points de fonctionnement. Si on voulait vraiment avoir une tension beaucoup plus stable, il faudrait avoir un système avec beaucoup plus de gains, un truc un peu plus, beaucoup plus précis, avec un ampli hop, un truc comme ça, mais bon. Ici, c'est pas le but. Donc voilà, en gros, on voit un petit peu comment on calcule là ces composants, hein, et voilà, c'est pas très très compliqué. Alors, cette fameuse capacité C1, en gros, enfin, moi, j'ai pas d'explication sur le fait de pourquoi elle était mise en continu, en théorie, si on la met pas, le système il doit fonctionner. Après, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que dans des systèmes comme ça, des fois, bah, c'est pareil, il ne faut pas oublier qu'il n'y a rien de parfait là-dedans. Donc, il y a des kappas parasites, il y a des choses. Les transistors, ils sont relativement rapides. Donc, en cas de variation,
Ici, ça peut faire, par exemple, des fois, voilà, la capacité parasite base collecteur de T2 peut faire que, voilà, il peut y avoir des surréactions, des trucs comme ça, ce qui peut soit faire éventuellement des oscillations, des choses comme ça. Donc le fait de mettre là, ce condensateur-là, ça va apporter une sorte d'amortissement ici, qui fait que ça va sans doute le calmer. Alors, il y a aussi une autre raison, encore une fois, je ne connaissais pas sa valeur. Si la valeur ici, elle est très importante, on va aussi pouvoir voir que lors de la mise en route, ça veut dire qu'en gros, la base de ce transistor-là, elle est à la masse, ce qui fait que ça va être relativement lent à démarrer, ce qui va sans doute permettre aux 5 volts d'arriver, je veux dire, plus vite que le 9 volts. Alors, si la valeur ici était très élevée, il y a des chances que ça serait pour ça. Encore une fois, j'ai pas tellement d'infos, moi, sur le pourquoi ça a été fait, mais voilà, pour moi, c'est les deux raisons que je vois à la présence de ce condensateur. Bien, alors nous allons pouvoir maintenant essayer le montage, hein. Donc je viens de le mettre sur une breadboard avec exactement les composants et les valeurs calculées qu'on vient de faire, hein. Et j'ai branché alors en sortie cet oscilloscope que je vous ai déjà maintes fois présenté, le SDS 1202 XE2 Siglent. On va voir ça va être pour les mesures, on va dire, dynamiques. J'alimente le tout avec l'alimentation SPD3303X, là, pareil, hein, je vous ai déjà montré ça. Hein. En fait, on va utiliser que du matériel Siglent et l'excellente charge électronique, aussi la SDL 1020XE. Donc voilà pour le setting. Alors, je vais essayer de filmer pour l'instant ce qui se passe d'un point de vue purement au courant continu, donc on n'a pas vraiment besoin de oscilloscope. Voilà, bon voilà, j'ai réussi à mettre à peu près ma caméra comme il faut pour bien voir. Alors, je vous cache pas, j'ai pas encore oscillé. Donc, je me suis dit, allez, on va réellement faire ça en live. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme réglage? J'ai mis ici la lime réglée pour 12 volts avec une limitation de courant de 1 ampère. Et la charge, voilà, en mode courant constant. Pour l'instant, pas mise en route. Et réglée avec le courant max là, de 300 mA. Alors, attention, je mets en route la sortie. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, qu'on a plutôt bien réussi, puisque vous pouvez voir ici que la tension de sortie est de 9,164 volts à vide, ce qui, ma foi, est plutôt très bon, hein, compte tenu, en effet, des dispersions possibles dont je vous ai parlé. Donc, voilà, je suis super content. Je veux dire, les valeurs calculées donnent bien les résultats prévus. Hein. Je ne vous cache pas que, en tant que concepteur, que ce soit du hard ou du soft, pour moi, c'est sans doute le plus grand plaisir qu'il y a, hein, une fois que on a conçu un truc, et on a pensé un algorithme, on a fait un schéma, on a calculé les valeurs, et quand on les fait réellement, je veux dire, et que ça colle bien, je veux dire, par rapport à ce qu'on avait prévu, c'est toujours, je pense, un grand bonheur, même pour un petit montage aussi simple que ça. Bon, après, voilà, là-dessus, le risque, je veux dire, était relativement faible. Mais voilà, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Je dirais même pour moi, je veux dire, enfin, c'est pas que j'aime pas faire les choses, mais c'est plutôt, moi, la conception qui m'intéresse. Je dirais, à la limite, le fait de réellement écrire un programme à la fin ou faire un montage, c'est plus, on va dire, pour vérifier que ce qu'on avait cogité fonctionne. Enfin voilà, donc là déjà on peut voir qu'à vide, on a bien cette tension. Alors on peut essayer maintenant de mettre en charge, et alors, on a un peu de perte, on le voit, la tension descend à 9,01 volts, ce qui est ma foi aussi tout à fait normal, hein, j'en avais parlé, dans la mesure où, voilà, avec ce genre de montage, je veux dire, le simple fait voilà, de tirer du courant, ça va déplacer certains points de fonctionnement, ce qui fait qu'il y a forcément un petit peu de perte. Maintenant, après, on pourrait faire quelque chose de plus compliqué avec des ampli off, des trucs comme ça, où il y aurait beaucoup moins... je veux dire, ça serait moins marqué. Mais enfin, moi, à la limite, ça fait quand même une différence, vous voyez, entre charge et non-charge, qui est quand même relativement très faible. Alors, une des choses qu'on peut aussi regarder, comme je l'avais dit, parce que c'est un des avantages aussi de ce montage, c'est de voir jusqu'où, je veux dire, la tension d'entrée peut baisser. Donc là, pour le faire, on va baisser la tension d'entrée. Donc là, je suis à 12 volts. Là, par exemple, on voit que si j'arrive à 11 volts, alors là, pour l'info, je suis à vide, hein. J'ai toujours 9 volts en sortie. J'arrive là à, on va dire, voilà, à 10 volts 2, là ça commence à baisser un peu, mais enfin même là à vide, je veux dire à 10 volts, je suis à 8-9, ce qui est encore acceptable. Bon, après, bien sûr, voilà, on va tomber sous le seuil du transistor, ce qui fait que là ça marche plus du tout. Mais ça veut dire que déjà,
on a quand même une dynamique qui est assez intéressante, hein, qui, comme je l'ai dit, est quand même plus forte que si on avait utilisé un régulateur séparé. Alors si on met en charge, voilà, là on voit qu'on est à charge maximum, hein, les 300 milli. Là, on voit qu'on peut descendre, on va dire, un petit peu plus de perte, mais à 11 volts, voilà, on a encore 8,8, c'est encore relativement acceptable. Voilà, on peut quand même se permettre de descendre un peu plus. Voilà, à 11,2, on a quasiment quand même les 9 volts, alors qu'avec un régulateur de la série 78 quelque chose, ça ne fonctionnerait plus. Donc ok, donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ça fonctionne, c'est-à-dire plutôt de façon nominale, et avec la charge qu'on a mis. Alors, je ne vais pas essayer forcément de mettre une charge plus forte, parce qu'il n'y a absolument aucun système de limitation de courant, hein, sur ce schéma. Donc, si j'augmente la charge au-delà de ce qui a été prévu, le transistor, là, par exemple, déjà, il chauffe un tout petit peu. Enfin, voilà, c'était prévisible. Puis avec le radiateur que je lui ai mis, je veux dire, ça le fait. Mais si je montais, il risquerait même d'être détruit, à mesure où on dépasserait la puissance max qu'il peut accepter. Bon, je suis sûr que là, si temporairement, je monte à, je dirais, même 500, 700, même peut-être 800 mA, temporairement, il va sans doute l'accepter. Mais enfin, encore une fois, là, le but, voilà, on a calculé un montage pour 300 mA max. L'important, c'est de le mesurer dans ces limites-là. Donc voilà, là, on peut dire qu'on a fait un petit peu le tour des mesures, on va dire, statiques, si on veut, hein, qui marchent en continu. Alors maintenant, on va pouvoir faire des mesures dynamiques, c'est-à-dire de voir justement est-ce qu'il y a des oscillations parasites, essayer de comprendre est-ce que ce condensateur est nécessaire et comment il agit. Alors pour faire ça, je rappelle que sur cette charge électronique, on va utiliser une fonction qui est assez intéressante, qui est la fonction dynamique, où on peut faire varier le courant de façon périodique. Donc là, par exemple, je vais lui dire passe de 100 mA à 300 mA. Voilà, à la limite, on peut même diminuer, on pourrait même faire passer de... Allez, on va faire une dynamique même encore plus grosse. Voilà, par exemple, de 10 mA à 300 mA. C'est-à-dire, en fait, de quasiment presque à vide à sa pleine charge de façon périodique, ce qui va permettre de regarder ce qui se passe en sortie. Alors là, comment je l'ai réglé déjà l'oscilloscope? Là, l'idée, c'est de regarder plutôt l'ondulation. Donc, je l'ai réglé au niveau de l'ampli vertical en couplage alternatif. Je limitais la bande passante à 20 mégas. Hein, en tour classique, ça limitera un peu le bruit. Je suis bien en probe x10. Voilà. Et on va pouvoir voir donc qu'est-ce qui se passe. Donc là, je vais mettre en route la charge. Si on regarde comme ça un peu ce qui se passe, là, on voit l'ondulation qu'il y a en sortie. En fonction justement de la variation de charge. Comme je vous l'ai dit, la charge elle varie entre 10 mA et 300 mA. Attention, ça paraît énorme comme ça, mais n'oublions pas que regardez les échelles. Hein, là, par exemple, je rappelle que je suis à voilà à exactement 50 millivolts par carreau. Et donc on voit qu'en fait il y a une variation qui n'est pas terrible. Alors attention, cette forme ici caractéristique du signal que l'on peut voir là, qui monte et qui descend, ça, c'est un truc dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo, ça ne reflète pas réellement la réalité. Là, je suis en couplage alternatif. Si on regardait ça en couplage continu, le problème, c'est que j'aurais un problème d'offset, hein, je vous en avais déjà parlé, mais les créneaux, ils seraient grands. Donc là, il ne faut pas tellement s'occuper de la forme de ce signal comme ça, qui est lié au couplage alternatif du scope, mais on va s'intéresser au front, lui, justement, de variation, qui, lui, est relativement intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour voir ça? On va se mettre comme ça et on va zoomer dessus, justement. Voilà, de façon à regarder un petit peu ce qui se passe au moment de la transition. Et là, s'il y a des phénomènes rapides, pour le coup, le couplage alternatif ne jouera pas. Donc là, voilà, avec un petit peu de bruit, hein, vu que j'ai pas mal zoomé. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de voir ici? C'est qu'on a quand même ce petit overshoot là. C'est lié au moment de la variation rapide de la charge à justement une sorte de réaction, on va dire, qui est éventuellement soit trop, soit pas assez rapide. Alors là, pour l'instant, je ne l'ai pas mis, hein, le fameux condensateur. Ce qui va être intéressant, là, c'est que voilà, c'est à chaque fois que je fais quelque chose, on voit ce petit pic. Si je mettais ce condensateur, en quoi ça jouerait? Donc là, je vais essayer, hein, je vais mettre le fameux condensateur qu'ils ont de 10 microfarads, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait comme effet.
Donc le voilà, je l'ai mis là. Voilà, là on voit très bien la différence. On voit que maintenant, il n'y a plus ce pic et que ça atténue. Pourquoi? Parce que ça rajoute quelque part de l'inertie. Et alors, ça permet donc d'atténuer. Alors c'est vrai que la réponse en régulation, elle va changer un petit peu, mais parce qu'on voit qu'il y a un peu plus de délai ici, mais d'un autre côté, on n'a plus ce pic. Et alors c'est vrai que pour des variations brusques, surtout comme je l'ai dit, c'est un schéma qui va dans un poste de radio, là pour le coup, ça peut éventuellement limiter les harmoniques. Et on voit ici très bien l'effet qu'il peut avoir. On va regarder la différence, par exemple, là, si je me mets avec un condensateur de 1 micro. Voilà. Voilà. Là, déjà, on voit que on a un peu plus cette bosse. Là, elle est un petit peu, je veux dire, déjà plus marquée. Enfin, ça fait quand même une différence. Hein. Je rappelle, quand il n'y a rien, voilà, on a ici ça. Derrière, on voit que la tension ici, elle augmente. Et encore une fois, il faut bien regarder sur la totalité du signal. Là, je suis très zoomé. Voilà, là, on voit que c'est un peu plus haut, mais derrière, ça rebaisse. Hein, c'est toujours pareil. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est pour bien comprendre, c'est qu'à la fin, là, le niveau, il sera le même, mais il y a toujours ce côté du couplage alternatif du scope, là, qui fausse un petit peu la vue. Mais enfin, voilà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est vrai que la présence de ce condensateur-là fera que dans des variations de charge brusques, on va dire, la tension de sortie va réagir, on va dire, de façon un petit peu plus lente, et éviter éventuellement des overshots qui sont liés au fait, toujours pareil, hein, des capas parasites, des inductances, le fait aussi que c'est quand même des transistors relativement rapides, hein, et donc, je veux dire, voilà, par rapport à leur environnement, eux, ils peuvent réagir relativement vite. Alors, voyons un petit peu comment ça va se comporter lors de la mise en route. On va voir que ce condensateur, il va aussi avoir un effet. Donc, si je n'ai pas de condensateur, j'ai réglé là l'oscilloscope, hein, je vous l'ai déjà montré en mode single, pour qu'on puisse mémoriser la façon dont la tension de sortie évolue lors de la mise en route. Donc là, sans charge, si on le met en route, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir là cette augmentation assez rapide qui à un moment donné se stabilise et monte de façon plus lente. Alors ça s'explique comment? Ça s'explique parce que quand on le voit sur le schéma, tant que le régulateur 5 volts n'est pas en route, en gros, le transistor, lui, il a tendance à monter assez vite, hein, vu qu'il est alimenté, on va dire, sa base directement. Quand le régulateur, là, se met aussi en route, à ce moment-là, il commence à avoir cet effet de régulation, mais c'est pareil, il faut le temps quand même que les capas internes, tout ça, se mettent en place. Ouais, on voit que ça va quand même relativement vite. Hein, si on regarde là la vitesse, on peut voir qu'on est à 2 millisecondes, donc voilà, ça monte relativement vite. Donc pour info, si on regarde la même mesure, je veux dire en charge, parce que ça change énormément, on voit que non. Finalement, ça change relativement peu qu'il y ait ici une charge ou pas. Alors maintenant, regardons la même mesure, mais en rajoutant ce condensateur de 10 microfarads. Donc là, je le mets comme sur le schéma, et je remets en route. Voilà. Là, on peut voir que déjà, il n'y a plus ce pic, ce qui est normal, dans la mesure où, voilà, au début, le condensateur est déchargé, donc il va se charger directement. Donc on n'a plus, en fait, cette variation. On a quelque chose qui augmente de façon beaucoup plus lente, et ça dure quand même plus longtemps, ça dure à peu près le double du temps. Ce qui pourrait permettre, en effet, au régulateur 5 volts, surtout si là, il n'est pas chargé, mais je veux dire, dans la réalité, il serait chargé avec des capas de découplage, des machins, et éventuellement d'avoir un démarrage, on va dire, moins chaotique du 9 volts. Donc voilà, hein, ce qu'on peut voir, c'est que donc ce condensateur, il va avoir un effet et sur, on va dire, la réponse aux variations du système, et il va aussi avoir un effet lors de la mise en route. Alors maintenant, comme j'ai dit, sur le schéma de la radio originelle, je n'ai pas sa valeur. Le simple schéma qu'on voit, c'est un condensateur électrochimique, hein, vu son symbole, ce qui veut dire qu'il a forcément une valeur relativement élevée. Ça peut être 1, 10, 100 microfarads, je ne sais pas trop. Mais voilà, grâce à ces manips et ces mesures, on peut voir les deux effets possibles de ce fameux condensateur. Voilà pour ce nouvel épisode de la série Schéma. J'espère que cela vous aura intéressé et que, voilà, en même temps, la petite manip pratique vous aura aussi permis de voir des exemples d'applications. Souvent, on me demande à quoi ça sert tous ces appareils que tu as. Voilà. Là, on a vu l'utilisation d'une alimentation, d'une charge et d'un oscilloscope. Sachant d'ailleurs aussi pour info que si vous êtes un des heureux possesseurs, soit de cette alimentation Siglent ou de la charge,
Il y a eu des mises à jour du firmware disponibles gratuitement sur le site Siglent. Donc vous pouvez bien sûr les télécharger pour vous mettre à jour, sachant, attention quand même, surtout en ces périodes d'orage, que c'est très déconseillé, voire fatal aux appareils, de les interrompre pendant les mises à jour de firmware. Donc évitez de faire ça par temps trop orageux. Tiens Maurice, ça va mon pote? Non, t'as l'air vraiment dépité, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait avoir par Pincette? Oh, bah pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle t'a dit, je vais te faire passer la nuit la plus chaude de ta vie. Ah bah alors, c'est super cool. Et après, elle s'est barrée avec le ventilo. Pauvre Maurice. Oh là 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 là. Enfin bon, t'arriveras bien à conclure un jour quand même. Plus que l'affreux rétroac vous fasse de belles contre-réactions. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.